Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 116 de Kaiju numéro 8. En effet, ça fait pas mal de temps qu'on n'avait pas eu de chapitre, on avait dû attendre 2 semaines supplémentaires, il y avait une pause, du coup ça fait un mois que le chapitre précédent était sorti, ça faisait vraiment long, mais vous allez voir le chapitre en vaut la peine, même d'ailleurs pour le suivant, ça hype vraiment beaucoup, j'ai trop hâte d'avoir la suite. Avant que la vidéo ne démarre, je vous rappelle comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos Kaiju et autres, par exemple Blue Lock aussi. Puis du coup c'est parti, ce chapitre démarre 4 ans plus tôt, sur un gros flashback quand même de 4 ans, ça remonte quand même à pas mal de temps. Donc on retrouve les différents personnages, par exemple Oshina et puis Narumi qu'on a vu au chapitre précédent. Ça aussi ça hypait pas mal de voir leur duo combattre ensemble, ça pouvait être hyper cool de les voir en coopération face à ce nouveau kaiju. Donc on voit des entraînements, des manœuvres conjointes de la première et de la troisième unité. Mais surtout ce flashback là va mettre un peu l'accent sur le point de vue de Narumi, j'ai l'impression. Il va dire concernant Oshina qu'il est toujours trouvé antipathique d'entrée de jeu. On voit qu'il avait une réflexion assez étrange vis-à-vis de lui, mais tout de même, d'un autre côté, on voit qu'il était pas fier de lui, je sais pas s'il l'idolâtrait peut-être non plus, mais en tout cas il ressentait quelque chose en lui, il ressentait, il le dit là, le flux de ses signaux est parfaitement ordonné, ce n'est pas un soldat lambda, il avait bien compris qu'il avait un gros potentiel, qu'il était quelqu'un de potentiellement très puissant, capable sûrement de réaliser de grandes choses, d'être très puissant à l'avenir, et justement à partir de là, un petit peu plus tard, il va lui demander de rejoindre la première unité. Mais après, c'est un peu dans quelles conditions on va dire. Est-ce qu'il voulait que Oshina le rejoigne pour pouvoir le commander, être son supérieur? Parce que c'est un petit peu ce qu'il va dire, hein, tu auras l'honneur d'être mon bras droit et je te laisserai librement déployer tes talents. En fait, il voulait le contrôler pour pouvoir rester au-dessus de lui. Est-ce que ici l'auteur essaie pas de représenter un peu une forme de fierté ou d'honneur, enfin je sais pas, d'ego, un truc comme ça, concernant Narumi? Parce qu'on dirait qu'il veut rester supérieur à lui et non pas se faire dépasser par Oshina, ici on a l'impression. Là, je crois qu'il va se passer une petite chose, c'est pas énorme non plus, mais ça va chambouler un peu la suite parce que Oshina va lui dire ah non merci, en fait il va refuser tout simplement l'offre. Il va dire qu'il a déjà décidé de suivre quelqu'un, donc là on savait déjà, nous pour le présent c'est Mina, il a décidé de la suivre sous son commandement. Et justement là on continue cette réflexion là, il va dire, et comme si c'était pas assez humiliant déjà comme ça d'avoir été refusé par lui, il s'est mis à exploser tous les records que j'avais établis en matière de combat rapproché. On voit qu'ici il l'a surpassé, est-ce que ce serait pas une forme de fierté, d'ego ou un truc comme ça, et que maintenant il est un peu frustré de le voir en face de lui comme ça. Vraiment, il y a une sorte de rivalité, je sais pas si c'est bienveillant, c'est vraiment une rivalité entre personnages, ou si c'est vraiment méchamment, je sais pas. Et on revient donc dans le présent, on continue sur cette réflexion-là. Narumi va dire dans sa tête, décidément ce type me tape sur les nerfs, sur le système. Donc je sais pas ici si c'est un peu bienveillant à dire, ah ça m'embête un peu qu'il soit supérieur à moi, qu'il devienne un peu plus puissant, etc. Ou si justement il est vraiment frustré, il est dégoûté, je sais pas. Mais bon, en tout cas, ce qui est le plus important, on va dire, c'est qu'on est revenu dans le présent, donc le combat va vraiment commencer. On voit directement que Narumi va un petit peu faire face à ce kaiju, et il va lui lancer directement une attaque puissante, vraiment qui va détruire un peu tout le sol, un peu partout, on voit des débris un peu partout. Même lui, il est choqué, je pense qu'il est vraiment choqué de voir la vitesse d'exécution de cette technique-là, parce qu'il me semble que quasiment personne n'avait réussi à esquiver ses attaques. Oshina avait réussi de justesse peut-être, je sais plus exactement, mais en tout cas on voit que c'est vraiment limite infaillible. Donc là, on le voit, Narumi juste après, il va réussir à aller d'un coup face à face avec ce kaiju. Et là, la dinguerie va commencer parce que juste après, au même instant, on voit Oshina qui arrive dans son dos. Et donc face à lui, il y a Narumi. Là, ça va être une grosse dinguerie. Le duo qui va commencer à attaquer ensemble côte à côte. Donc là, on les voit côte à côte qui foncent sur ce kaiju pour l'attaquer. Pour ne pas lui laisser du temps de réflexion, je pense, pour vraiment essayer de l'affaiblir directement. Donc là, Narumi va utiliser une technique Gunsword, technique numéro 2, décharge tranchante. On voit que c'est une attaque très puissante et on va même nous l'expliquer ici avec les mots de l'auteur. Donc voilà, lorsque les commandants livrent des batailles recourant à leur puissance maximale, il y a un périmètre de sécurité qui est instauré. Parce que par exemple, les membres qui n'ont pas un potentiel de combat supérieur à 60%, donc ceux qui sont en dessous, plus faibles que ça, ils peuvent avoir des risques en fait. Ils peuvent être blessés ou éventuellement voilà, subir des grosses blessures vis-à-vis des techniques, ou voilà, même plus simplement être déstabilisés. Ils peuvent pas se sentir en bonne condition avec un potentiel de combat voilà, aussi puissant comme ça, avec leur puissance max. Du coup, c'est pas possible pour eux d'être là. On apprend ici que le pouvoir du méga kaiju qu'ils utilisent risquerait d'être fatal aux soldats présents dans la zone. Donc voilà, c'est ce qui est dit. Leurs attaques sont tellement puissantes en fait que voilà, il y a un rayon de 100 mètres qui est fait et donc personne ne peut s'échapper de ça. C'est-à-dire qu'à tout moment, s'ils utilisent une technique, s'il y a quelqu'un dans un rayon, disons, de 50 mètres, il va se faire toucher. Là, vraiment, c'est chaud. Il peut y avoir des dégâts collatéraux vraiment importants. Allez, donc on continue, ce combat se poursuit. Vraiment toujours incroyable, les deux qui coopèrent, qui font des attaques. Et aussi, même dans un même temps, les personnages de la salle de contrôle vont dire, là, carrément, on a sous les yeux les deux plus grands spécialistes du combat rapproché qui font équipe.
C'est vraiment stylé, j'imagine que des gens d'extérieur comme ça voient un combat comme ça, vraiment ça doit être incroyable à voir. D'ailleurs même on va avoir un petit moment assez badass on va dire, puisque là Oshina va dire, là à ce stade, vu les blessures, vu l'état de Kafka, parce que c'est vrai que là on n'avait pas d'infos jusqu'à maintenant, vu les blessures qu'il a maintenant, même si jamais il survit, en fait il sera à bout de force, il pourra jamais continuer de se battre. Donc là on apprend, il va le dire, c'est à lui et puis à Narumi de battre ce monstre, tout simplement ce kaiju. Donc à partir de là ils vont utiliser différentes techniques, je crois qu'il n'y a que Oshina qui va les nommer. Il va dire donc Inoctavo épée à 7 branches, ils vont l'attaquer un peu de partout. Mais là, écoute, à ce kaiju qui arrive à parer leurs attaques en même temps, avec tous ces différents bras, je crois qu'il y en avait au moins 8, je suis plus certain. Mais en tout cas il arrive à parer les deux personnages. Et puis il va également utiliser une sorte de truc, je sais pas ce que c'est exactement, une sorte d'extension de son corps, j'en sais rien. Il va réussir à parer leurs deux attaques et peut-être à les projeter, à faire une sorte d'explosion je pense. Mais par contre justement, là on arrive à la dinguerie du chapitre, à la fin du chapitre, pour contrebalancer on va dire avec ce qui se passe maintenant, avec les deux commandants. Donc on va avoir un moment plus intéressant, plus important, je sais pas, il y a un truc vraiment hyper important dans ce passage là. Donc on n'est pas dans un flashback ou autre, on est dans l'esprit, on va dire présent de Kafka, à l'intérieur de son kaiju, je sais pas trop exactement, dans son esprit. Donc là on le voit qu'il est dans une sorte de mer, d'océan, je sais pas, on dirait qu'il est en train de couler dans l'eau, comme si en descendant il s'approchait de la mort ou un truc comme ça et que la surface était la vie, la survie, je ne sais pas. Et donc en tout cas on voit Kafka qui va se dire, mais non, il faut pas que je continue comme ça, il faut que je retourne au combat, il faut que je vienne épauler les autres pour réussir à battre ce kaiju, etc. Pour revenir tout simplement, rester aux côtés de Mina également. Et donc là par contre, donc c'est là la dinguerie, il y a un personnage qui lui parle directement dans sa tête, on ne sait pas qui c'est. Ce personnage va lui dire, est-ce que tu le souhaites vraiment, souhaites-tu poursuivre ce combat, malgré toutes tes blessures, es-tu prêt à retourner sur le champ de bataille? Kafka va répondre, bien sûr que oui, je ne sais pas qui vous êtes, mais peu importe moi ce que je veux. Donc c'est venir sauver les autres, sa place aux côtés de Mina, de ses camarades, et de battre tout simplement ce kaiju pour les sauver. Et donc là, je vais vous afficher l'image aussi. Donc ce personnage va dire je vois, et donc c'est le fameux samouraï personnage comme ça, on ne sait pas exactement qui c'est il me semble, qui était apparu pendant une session d'entraînement avec Oshina il me semble, avec Kafka. Donc on ne sait pas exactement qui c'est, mais en tout cas ce perso apparaît et va dire dans ce cas, viens suis-moi, nous allons renforcer le lien qui nous unit. Et à partir de là donc on a des éclairs, j'imagine que Kafka s'est peut-être réveillé, est-ce que ça serait un potentiel éveil de son kaiju, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu peut-être des théories concernant là-dessus, des avis de différentes personnes qui disaient que ce personnage-là, ce samouraï, ça serait l'ancien possesseur, l'ancien détenteur du kaiju numéro 8. Alors je sais pas quel serait l'intérêt, en fait, quelle serait l'intrigue, pourquoi ça viendrait là. Est-ce que ça serait intéressant ou pas qu'il y aurait un ancien possesseur? Je pense pas, c'est peut-être simplement la matérialisation du fameux kaiju justement numéro 8. Donc ça serait sa forme humaine peut-être. En fait, j'en ai aucune idée pour le coup. En tout cas, ça a l'air vraiment trop intéressant, j'ai envie de voir la suite, qu'est-ce qui va se passer. On sait que le prochain chapitre sera le 7 novembre si je me trompe pas, donc c'est dans 2 semaines maintenant, on n'aura pas de pause. Mais en tout cas, j'ai trop hâte, je suis trop hypé de voir ce qui va se passer. Quand ce perso dit on va améliorer le lien qui nous unit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je ne sais pas, est-ce que potentiellement ce kaiju aurait une sorte de liberté plus importante de se mouvoir dans le corps de Kafka, je sais pas. En tout cas, je pense qu'il sera beaucoup plus puissant, ça c'est évident. Mais en tout cas, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ce chapitre aurait été super intéressant, n'hésitez pas à faire part de vos avis, vos théories sur la suite, qu'est-ce qui va se passer concernant Kafka. En tout cas, là on sait maintenant, il va survivre. Est-ce que ce kaiju va faire un truc? Ça, c'est sûr, mais on ne sait pas ce que c'est. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.